Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de rencontre. La Chine et la Guinée viennent de célébrer les 60 ans de leurs relations diplomatiques. C'est le premier pays d'Afrique noire à avoir reconnu la Chine malgré la pression occidentale à l'époque. En fait, une amitié traditionnelle existe entre la Chine et de nombreux pays africains. Une relation exceptionnelle qui s'inscrit dans le soutien mutuel pour l'indépendance et le développement de chacun. Aujourd'hui, les temps ont changé. Comment cette amitié a-t-elle évolué et quelles sont les nouveautés de la relation sino-africaine? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau M. Wu Zexie, ancien diplomate, et M. Wang Hongyi, chercheur pour l'Afrique à l'Académie chinoise des sciences sociales. Bienvenue à tous les deux sur notre plateau. Bonjour, merci. Bonjour. Alors, je voudrais d'abord m'adresser à M. Wu Zexie. Vous avez mené une longue carrière diplomatique et vous avez notamment passé beaucoup de temps en Afrique. Tout à fait. Comment comprenez-vous cet aspect historique de la relation sino-africaine? L'aspect historique est certainement très important dans les relations sino-africaines. Vous savez, la Chine a soutenu fermement les mouvements d'indépendance des pays africains à la fin des années 50 et puis tout au long des années 60. Alors, vous avez mentionné le cas de la Guinée. C'était le premier pays subsaharien qui a acquis l'indépendance et la Chine a tout de suite reconnu la Guinée et depuis les relations entre les deux pays se sont considérablement développées et c'est aussi le cas entre la Chine et beaucoup d'autres pays africains. Voilà. Donc le fait que l'Afrique comme la Chine ont eu un même passé douloureux caractérisé par une période de colonisation, puisque vous savez, beaucoup de pays africains ont été une colonie des puissances occidentales, tandis que la Chine a été une semi-colonie. Voilà. Alors, ce passé douloureux rapproche certainement les pays africains et la Chine. Du coup, déjà à l'époque, les deux parties se sont soutenues mutuellement sur le plan politique, voilà, parce que les deux parties sont jalouses l'une comme l'autre de leur indépendance, de leur souveraineté. Bon. Et puis économiquement aussi, les deux parties ont voulu développer une coopération. L'exemple typique, c'est le chemin de fer Tanzanie-Zambie. La Chine a aidé les deux pays à construire ce chemin de fer, justement dans le but d'assurer l'indépendance économique de la Zambie et de la Tanzanie. Parce que la situation politique de l'époque n'était pas très favorable au développement de la Zambie à cause d'une situation défavorable sur le plan géopolitique aux nouveaux pays indépendants. Et surtout à l'époque, la Chine n'était pas dans une situation économique très favorable non plus. La Chine était dans une situation difficile aussi parce que la Chine venait d'acquérir aussi son indépendance complète en 1949. Voilà, la Chine a connu certainement une période d'industrialisation importante dans les années 50, mais c'était toujours un pays qui a du retard sur le plan économique. Bon, mais malgré ça, la Chine a voulu aider les pays africains à assurer leur autonomie économique. Bon. Et j'aimerais bien aussi mentionner un aspect important concernant les relations historiques entre la Chine et l'Afrique. Ce sont des échanges de haut niveau. Vous savez, l'ancien Premier ministre Zhou Enlai a visité plusieurs pays africains, alors aussi bien les pays de l'Afrique du Nord que les pays subsahariens. Voilà. Bon, alors à l'époque, un déplacement de longue distance n'était pas très facile. Mais ceci étant, le Premier ministre a visité à plusieurs reprises l'Afrique. Voilà. La première fois, il a visité 6 pays africains subsahariens, dont la Guinée. Ils ont des relations très proches en fait, les dirigeants africains et les dirigeants chinois. Et le président Sékou Touré de la Guinée est venu aussi en Chine, aussitôt après l'établissement des relations diplomatiques. Et jusqu'à présent, plus de 700 dirigeants africains
ont visité la Chine. Tandis que côté chinois, il y a eu plus de 200 visites du plus haut niveau des dirigeants chinois en Afrique. Vous voyez, les relations sont très intenses. Et Monsieur Wang Hongyi, puisque vous faites des recherches sur la relation actuelle entre la Chine et l'Afrique, pensez-vous que cette relation historique, cette amitié traditionnelle, joue un rôle dans la relation actuelle entre la Chine et l'Afrique? Bien sûr, cette relation historique possède beaucoup de caractéristiques parcourues toujours et on trouve jusqu'à aujourd'hui beaucoup de traces laissées par cette histoire de coopération et surtout dans les cœurs de deux peuples. Moi personnellement, j'ai déjà connu un petit peu sur ce pays depuis mon enfance, puisqu'à l'époque, beaucoup de gens parlent déjà de la Guinée, dans la radio, dans les journaux et les télévisions. Et c'est peut-être à cause de ça que jusqu'à aujourd'hui, les Chinois gardent une très bonne mémoire et souvenir vers ce pays. Et ça nous donne vraiment une base très solide pour que la coopération de nos jours continue de se développer. C'est vrai qu'on a évoqué qu'il y a vraiment une amitié traditionnelle entre les peuples et entre les dirigeants, mais aujourd'hui les choses ont beaucoup changé. Donc quelles sont selon vous les nouveautés dans la relation sino-africaine? La nouveauté la plus importante, la plus visible, c'est à mon avis le forum de coopération sino-africaine. Ce forum a été créé en l'an 2000, puisqu'on est entré au XXIe siècle. Il faut évidemment avoir des idées nouvelles pour promouvoir davantage la coopération. Du coup, on a créé ce forum. Alors, ce forum, il ne faut pas croire que c'est simplement une plateforme de discussion. C'est un mécanisme qui permet d'approfondir concrètement les coopérations dans tous les domaines entre la Chine et les pays africains. Donc tous les 3 ans, il y a une conférence ministérielle et l'année dernière, c'était la 7e conférence ministérielle qui a été transformée aussi au 3e sommet. Avec ce cadre, on a fait beaucoup de choses. Déjà en 2015, lors du sommet précédent, la Chine a annoncé 10 plans de coopération. Tout ça a été réalisé, je crois. Et puis l'année dernière, on a encore discuté des plans de coopération pour la période qui suit. La Chine a proposé 8 initiatives. Donc vous savez, il se passe beaucoup de choses. L'exemple typique, ou des exemples typiques, ce sont à mon avis des chemins de fer construits. 2 chemins de fer qui ont été construits particulièrement dans le cadre de cette coopération. C'est le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti, qui est un chemin de fer long de plus de 700 km de long. Et puis l'autre chemin de fer, c'est un chemin de fer qui est construit à l'intérieur du Kenya, le chemin de fer Mombasa-Nairobi. Or, ce 2e chemin de fer n'est qu'un début d'un réseau ferroviaire qui devrait desservir plusieurs pays de l'Afrique de l'Est. Vous voyez, il se passe beaucoup de choses de très précis, très concret. Il y a une coopération totalement fructueuse, gagnant-gagnant pour la Chine et pour les pays africains. En fait, vous avez vous avez fait beaucoup de recherches, par exemple, sur les parcs industriels, par exemple. Donc, comment voyez-vous les nouveaux domaines de développement entre la Chine et l'Afrique aujourd'hui? Franchement dit, l'Afrique et la Chine, bien sûr, partagent la même histoire de colonisation, d'être colonisés ou semi-colonisés par les Occidentaux, et c'est peut-être une des raisons, un facteur très crucial pour expliquer, la raison de ce développement du continent africain.
Et il ne faut jamais oublier que de nos jours, l'Afrique a déjà une chaîne de production mondiale et qui joue de plus en plus un rôle essentiel et important avec sa population d'1 milliard. Et ça ouvre comme ça, comment dire, une très rare opportunité pour la Chine, puisque la Chine se fasse aussi, s'affronte aussi des défis économiques. Et dans ce domaine-là, la Chine a investi depuis 2000, à l'époque du premier sommet, premier forum de FOCAC, que les investisseurs chinois sont arrivés en Afrique pour s'implanter leur industrie en Afrique. Et jusqu'à nos jours, on peut savoir, selon ma connaissance, on a déjà une centaine de parcs industriels ouverts ou encore dans la phase de planification. Et la plus importante aussi, comment dire, l'exemple de l'Éthiopie. À Addis Ababa, on trouve une vingtaine de parcs industriels construits par les Chinois ou opérés par les Chinois. Et ça sert beaucoup de, de chances au peuple, au gouvernement africain pour, pour créer des emplois, par exemple. Voilà, et créer aussi des, opportunités pour leur agenda de l'industrialisation. Parce que la Chine ne peut pas jouer tout le rôle, mais joue un rôle essentiel. Peut attirer les investissements. On parle beaucoup de l'agenda 2063, on parle beaucoup des stratégies nationales de ces 50 pays. En fait, comme vous avez mentionné tout à l'heure qu'il se passe beaucoup de choses précises. En fait, dans notre dernière émission, l'ambassadeur guinéen a souligné le fait que la Chine est connue pour avoir tenu sa promesse toutes ces années. Alors, vous avez évoqué, et M. Wang Hongyi a aussi évoqué, que ces dernières années, les engagements de la Chine ne cessent d'augmenter d'année en année. Donc, quels sont aujourd'hui les mécanismes pour s'assurer que les engagements soient honorés comme toujours? Bon, il y a évidemment des efforts de tous, des efforts des Chinois, des Africains. Des Chinois, il n'y a pas que les officiels, que les autorités gouvernementales qui sont au boulot. Il y a aussi des entreprises publiques, des entreprises privées. Il y a aussi des banques. Tout le monde participe à cette coopération. J'ai évoqué tout à l'heure cette plateforme de forum de coopération sino-africaine. Donc tous les 3 ans, on fait le bilan, voilà, de ce qu'on a fait durant les 3 ans précédentes. Et puis on fixe aussi un plan de coopération pour les 3 ans à venir. Vous voyez, donc c'est un mécanisme très efficace pour veiller à ce que tout se passe de façon efficace, substantielle. Les entreprises privées peuvent investir, voilà, les autorités gouvernementales peuvent donner des coups de main, et les entreprises publiques sont encouragées aussi à s'installer en Afrique. Du coup, il y a beaucoup de projets qui sont réalisés, voilà, grâce à toutes ces mesures, à toutes ces initiatives publiques ou privées, voilà, qui se réalisent donc dans les meilleures conditions. Bon, les exemples sont multiples. Voilà. Les 2 chemins de fer, par exemple, ce ne sont pas des projets sous forme de dons. Ce sont des institutions financières chinoises, voilà, qui financent les projets, mais avec un mécanisme de remboursement à long terme, voilà, par justement les fruits de développement grâce au développement des infrastructures telles que le réseau ferroviaire. Vous savez, c'est un mécanisme qui est véritablement, voilà, gagnant-gagnant, qui profite à tous, qui peut être durable. Parce que le don, c'est bien, mais le don ne suffit pas.
Voilà. Il faut que ce soit des coopérations gagnant-gagnant. En plus, est-ce que le don implique toujours une sorte de supériorité des donneurs envers les récepteurs et que, voilà. Pour nous, les Chinois, dès le début, dès les années 50, le Premier ministre chinois, lorsqu'il a visité certains pays asiatiques et africains, il a déjà déclaré les principes observés par la Chine à propos de l'aide apportée par la Chine aux pays bénéficiaires. C'est-à-dire ne jamais lier les dons aux conditions politiques. La Chine ne cherche jamais à s'ingérer dans les affaires intérieures d'aucun pays, voilà, à travers justement des aides. Donc ça, c'est une position constante, claire. Donc, il n'y a aucun complexe de supériorité de la part des Chinois lorsqu'ils accordent des aides. Aujourd'hui, la Chine a beaucoup aidé les pays africains, je crois, dans les infrastructures élémentaires, parce que, par exemple, il y a au moins plus de 200 écoles qui ont été construites par la Chine sous forme de dons dans les différents pays africains, une centaine d'hôpitaux aussi, voilà. Mais c'est toujours avec un esprit d'entraide et de fraternité. C'est vrai que peut-être c'est dans les mentalités chinoises, il n'y a jamais c'est toujours l'idée de partenaire, tout à fait, mais dans les esprits occidentaux, c'est plutôt une sorte de supériorité, de jugement. Aujourd'hui, les Chinois, comme on a dit dès le début, les Chinois et les Africains ont partagé le même passé douloureux. On se comprend, voilà, on se comprend. Alors, je voudrais demander à M. Wang Hongyi, en fait, sur le terrain, comment ça se passe? Parce que vous avez participé, je sais, tout récemment, à un forum de think tank, en fait, sur la suivi, sur la mise en œuvre des résultats de FOCAC, justement. Donc, quelles sont vos observations sur le terrain? Quelles sont les questions qui préoccupent plus les participants et comment les questions ont été résolues? Le forum de think tank est une partie d'une série de mécanismes pour renforcer la coopération Chine-Afrique et pour mise en pratique les mesures prises par le sommet de FOCAC. Et ce forum de think tank joue un rôle plutôt de faire la suggestion, de faire le jugement, de faire la conclusion systématiquement. Et c'est un mécanisme comment dire, conjointement de travailler conjointement avec entre les chercheurs chinois et africains. Et on a discuté beaucoup sur les mesures prises de sommet de FOCAC en 2018. Et dans tous les domaines, tous les niveaux, on a suivi les résultats et les effets de ces activités. Parce que, comme vous savez, le forum de 2018 a concrétisé beaucoup dans presque tous les domaines, beaucoup de projets. Et dans la plupart est déjà mise en œuvre, sur le terrain. Et on s'est beaucoup écouté des suggestions des chercheurs africains. Donc c'est vraiment un travail mutuel entre les Chinois et les Africains. Voilà, c'est plutôt les Africains, les chercheurs africains qui président les thèmes, qui participent à la discussion, qui fait même les conclusions. Alors effectivement, comme vous avez évoqué tout à l'heure, aujourd'hui on voit de plus en plus de dynamisme du côté africain aussi, notamment je peux citer par exemple la création de la zone de libre-échange continentale, ou encore on voit qu'il y a plusieurs pays africains qui ont adhéré à la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Donc est-ce que cela va orienter la relation sino-africaine vers quelque chose qui seront tout à fait nouvelles?
Évidemment, lorsque vous mentionnez la participation des pays africains à la Banque asiatique d'investissement, eh bien, cela montre justement un dynamisme économique de la part des pays africains. En fait, depuis déjà un certain temps, certains pays africains connaissent une croissance économique tout à fait respectable. Voilà. D'ailleurs, dans l'ensemble du continent africain, on constate justement ce dynamisme voilà, assez encourageant. Évidemment, la Chine, qui est la deuxième économie du monde, voilà, montre également une vitalité économique. Et du coup, les deux partenaires, voilà, la Chine et l'Afrique, peuvent très bien profiter de leur élan économique pour pousser davantage leur coopération. C'est tout à fait complémentaire d'ailleurs. Bon, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Voilà. Et quand on parle de la coopération gagnant-gagnant, ce n'est pas un mot creux. Voilà. Plus on se développe, plus on a la capacité d'investir voilà, dans les infrastructures, dans les projets d'industrialisation, dans la modernisation de l'agriculture. C'est ce dont beaucoup de pays africains ont besoin. Alors, à travers cette coopération sino-africaine, voilà, on peut faire de plus en plus de projets. Voilà, donc l'avenir est tout à fait prometteur justement avec ce dynamisme des pays africains. Alors vous avez en contact, comme vous avez évoqué tout à l'heure, avec beaucoup de chercheurs africains. Donc quelle est votre perception sur cette nouvelle orientation que peut donner avec le dynamisme de l'Afrique? Vraiment, de nos jours, les outils financiers jouent de plus en plus un rôle important, puisque l'Afrique se face tout d'abord des difficultés financières pour investir dans les domaines de l'industrie, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'agriculture. C'est dans ce contexte que la Chine a offert tout de suite le soutien financier aux pays africains. Et en 2007, justement après le sommet de Pékin de 2006, la Chine a créé déjà le fonds Chine-Afrique de coopération. Et c'était en 2017, après le sommet de Johannesburg, la Chine a créé déjà le fonds de l'industrialisation sino-africaine. Et les deux fonds jouent déjà un rôle vraiment très utile et investit déjà dans une centaine de projets. En plus, les entreprises chinoises, les entreprises privées chinoises est plus active aujourd'hui, je pense. Oui, très active. On trouve beaucoup des investisseurs privés travaillent déjà en Afrique et ils font aussi le lien avec les organisations financières locales. En fait, sur le plan géopolitique, on a parlé beaucoup de l'économie. Alors, on se souvient que la conférence de Bandung, où cette conférence a eu une influence assez remarquable sur la situation à l'époque. Et aujourd'hui, face à la nouvelle donne internationale, on dirait une montée de protectionnisme et l'unilatéralisme. Donc, comment la coopération sino-africaine peut-elle jouer un rôle aujourd'hui sur la scène mondiale? La coopération sino-africaine constitue elle-même une réponse voilà, à la montée en puissance, en quelque sorte, du protectionnisme. Il faut savoir, la Chine, déjà, deuxième économie du monde. Voilà. 1 milliard, pratiquement 400 millions d'habitants. Donc autant de consommateurs, un marché immense. L'Afrique,
53 pays membres de la coopération sino-africaine, voilà, membres du Forum, plus l'Union africaine, donc 54 membres. L'Afrique, c'est le continent où il y a le plus grand nombre de pays en développement. Les pays en développement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de potentialités. Voilà, il ne faut pas penser uniquement à l'aspect de retard. C'est vrai, aujourd'hui, on connaît un retard pour les pays en développement, mais cela signifie en même temps une potentialité énorme de développement. Donc, lorsque la Chine, voilà, et l'Afrique coopèrent, ça, c'est une réponse en soi, voilà, face à la montée en puissance et au protectionnisme. Bon. D'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que ça marche très très fort l'année dernière. Encore une fois, je crois, les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont dépassé de 200 milliards de dollars. Voilà. Donc, il y a déjà eu le même record, mais avec la conjoncture internationale, il y a eu un petit recul, mais ça y est, l'année dernière, on a rattrapé et l'augmentation de ces échanges a été pratiquement de 20%. Donc, aussi bien l'importation des produits chinois vers l'Afrique que l'exportation des produits africains vers la Chine ont augmenté considérablement. Donc tout ça, c'est une réponse en soi au protectionnisme. Quelle est votre observation? C'est choix de la mondialisation, devant la mondialisation, devant la conjoncture de la mondialisation. Un choix est d'approfondir le partenariat, la coopération avec tous les pays du monde. C'est le choix de la Chine et de l'Afrique aussi, puisque l'Afrique, comme vous avez mentionné, a créé la plus grande zone libre du monde. Et l'autre choix est de faire la compétition, c'est le choix peut-être de quelques pays occidentaux. Donc, pour la Chine, il faut reconnaître qu'il consiste bien sûr, dans quelque sorte de contraintes. Mais, comme ce que l'ambassadeur a expliqué, ce genre de défi ne constitue pas une grande difficulté pour la Chine et l'Afrique, puisque l'Afrique a leur propre choix. Ce sont les pays indépendants, ce sont les pays qui cherchent de nouvelles routes de la mondialisation. Justement, en fait, j'ai entendu parler de la part des chercheurs africains qu'ils s'inquiètent un peu de la conséquence, par exemple, des attitudes des États-Unis envers la Chine et envers l'Afrique aussi, parce qu'on sait que les États-Unis ont demandé ouvertement aux pays africains de choisir leur camp pour les mettre en garde contre la Chine et la Russie. Donc, est-ce que leurs inquiétudes sont justifiées, selon vous? C'est normal que les pays africains possèdent quelque sorte de crainte, de doute devant une possibilité de conflit ou entre les grandes puissances. Mais la réalité est que les États-Unis traitent l'Afrique comme aussi un atout de la stabilité, de prospérité de notre planète. Alors, une phrase pour terminer, très brièvement, Monsieur Wouzessian, la perspective selon vous de la relation sino-africaine, très brièvement. Très prometteur, les perspectives, l'avenir des relations sino-africaines, très prometteur. Alors, je vous remercie tous les deux d'avoir partagé vos points de vue avec nos téléspectateurs. Je vous remercie. Merci. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.